Salut l'équipe, c'est le Baliste, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, en ce moment je suis en pleine préparation physique pour la rentrée, et du coup courage à toutes celles et ceux qui comme moi s'entraînent durant l'été. Bon, alors aujourd'hui on va débriefer calmement la tournée des Bleus en Australie, et puis comme ça risque de prendre un petit peu de temps, je pense que je vais couper la vidéo en deux, ça sera un petit peu plus digeste et tout. Et donc là pour la première partie, on va parler surtout du contexte de cette tournée et du contenu des matchs. Et dans une deuxième partie de vidéo qui sortira sûrement un petit peu plus tard, on parlera du coup en fait du bilan de cette tournée. Est-ce qu'on peut être satisfait? Quels sont les joueurs qui sont sortis gagnants de cette tournée et ceux qui sont aussi sortis perdants. Bon voilà, maintenant vous avez le tableau et on commence sans plus tarder avec le contexte de la tournée. Bon, en France on commence à en avoir l'habitude, mais les tournées d'été c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. On a le top 14 qui est un championnat à rallonge, c'est le plus long et le plus éprouvant qui existe en matière de rugby professionnel dans le monde, avec plus de 10 mois de compétition, et ça c'est sans compter les matchs amicaux de début de saison, la Coupe d'Europe et puis les matchs internationaux pour ceux qui sont concernés. Et avec tout ça, on se retrouve vite pour les joueurs qui sont concernés par la sélection à devoir jouer plus de 30 matchs par saison. Et en plus, beaucoup de ces matchs qui sont joués sont des matchs qui requièrent beaucoup d'intensité, beaucoup d'efforts, parce que c'est des matchs de phase finale, parce que c'est des matchs de tournoi à destination, donc bref, c'est vraiment très éprouvant pour les organismes. Donc ça, c'est une première composante, mais l'autre facteur, bien évidemment, on le sait tous, c'est le Covid, puisque l'Australie impose une quarantaine stricte de 14 jours à tous ses visiteurs, ce qui a forcé le staff de l'équipe de France à devoir composer une équipe sans tous les joueurs qui étaient impliqués par la finale de top 14, parce que sinon, au niveau des dates, ça concordait pas, il n'y aurait pas eu assez de temps de préparation, etc. Donc de fait, exit les Aldrit, Marchand, Dupont et consorts. Et je pense que face à ce constat, face à cette quarantaine qui du coup prive l'équipe de France d'une partie de ses joueurs cadres, Galtier et son cercle d'entraîneurs ont eu raison de laisser d'autres joueurs souffler. Bah ouais, quitte à devoir jouer sans la moitié de l'équipe titulaire, autant laisser l'autre moitié au repos pour repartir sur de bonnes bases la prochaine saison. Donc au repos les Ficou, Jalibert, Vakatawa, Leroux, Villemc et autres. Et privilégions plutôt le recours à d'autres joueurs qui gravitent un petit peu autour du groupe France, sans vraiment y avoir de place attitrée pour autant. Donc dans le lot, on retrouve bien évidemment des internationaux assez récents, qui notamment se sont révélés durant l'Autumn Nation Cups en novembre dernier, donc entre autres Villiers, Macalou, Couillou, Jelonche, et des remplaçants habituels comme Bamba, Taufenua, Woki, Cretin et Vincent. Et c'est à eux que reviendra la charge d'encadrer des bisouttes qui devront honorer leur première sélection en bleu. Autant vous dire, et ça on le sait, que l'équipe de France qui s'est présentée en Australie, c'était loin d'être la plus expérimentée qui soit. Je rappelle d'ailleurs pour la stat que l'Australien, le pilier James Slipper, il possédait à lui seul sur le premier match plus de sélections que le 15 titulaire de la France. Et pourtant en face, l'Australie aussi est en pleine reconstruction. À part Hooper, Slipper et peut-être Tomoa à Koroibiti, il y a très peu de joueurs d'expérience. Tous ces cadres historiques, donc les Pocock, Matt Guito, Ashley Cooper, etc., sont partis à la retraite après les 2 dernières Coupes du Monde. En plus, il y a aussi eu un changement de sélectionneur, donc Michael Cheika a laissé la place à Dave Rainey, et je sais pas trop si vous avez suivi le Tri Nation en 2020, mais l'Australie a proposé un jeu un petit peu renouvelé. Elle a quand même réussi à battre les Blacks chez eux avec une équipe largement remaniée et très jeune. Dave Rainey ayant fait le pari de lancer de nouveaux joueurs dans le grand bain, donc Daugunu, Paisami, Lolesio ou encore Wilson. Et après, même si elle concéda 2 nuls contre l'Argentine, j'ai trouvé que cette équipe d'Australie montrait quand même des choses assez intéressantes, notamment dans sa capacité à tenir le ballon et à enchaîner les phases avec beaucoup de rythme. Et pour ça, ils ont quand même la chance de compter sur les charges du puissant Taniela Tupou, qui s'affirme comme la nouvelle coqueluche du rugby australien. Quoi qu'il en soit, nombreux étaient les observateurs de ce sport à promettre à nos bleus une tournée infernale pour des bleus mal préparés qui n'avaient quasiment pas de passé commun ou presque. Et c'est ainsi que nous allons entrer dans la deuxième partie de la vidéo, les matchs. Alors je me suis beaucoup cassé la tête quand j'ai réfléchi à comment écrire cette partie, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, c'est d'ailleurs pourquoi cette vidéo a pris autant de temps à réaliser. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé de nouveau toute la tournée, donc les 3 matchs. Comme à chaque fois, j'ai pris des notes, j'ai revu les actions, etc. Mais je savais pas trop comment hiérarchiser, comment tout découper et mettre ça en forme. J'ai au final pris la décision de ne pas faire de bilan match par match, parce que ça serait beaucoup trop long en fait, et je pense que je m'y perdrais au final. Mais ce que je vais faire, c'est plutôt une revue globale de la tournée avec les tendances, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans l'ensemble des 3 matchs, puisqu'en fait les 3 tests ont été assez similaires du point de vue de leur contenu, mais aussi du point de vue de leur issue. Et donc, une des grandes constantes sous l'ère Galtier, c'est l'accent mis sur la défense. Que cela soit dans le jeu debout ou dans le jeu au sol, j'ai trouvé nos bleus impressionnants d'agressivité et de combativité. Et ce constat n'est pas étranger à la paire de centres qui a été alignée, donc Danty et Vincent, qui n'ont eu de cesse d'enrayer les assauts australiens par leur plaquage et leur précieux grattage. Vincent finira même le 2e test en tant que meilleur plaqueur de la rencontre avec plus de 25 plaquages au total. Ce qui est une performance majuscule pour un centre. Mais de manière générale, toute l'équipe s'est pliée à l'exercice avec beaucoup d'application, étant donné que le taux de réussite au plaquage sur l'ensemble des 3 tests dépasse les 90%. Et
puisqu'on parle de défense, je sais que certains d'entre vous ont été pas mal interpellés par le système défensif mis en place par Shawn Edwards. Je parle bien évidemment de la montée rapide des ailiers sur les extérieurs, et notamment de Penaud et de ses courses étranges qui ont parfois donné des sueurs froides à plus d'un supporter. Alors ce que je vais faire là, c'est juste une simple petite explication, mais si vous voulez quelque chose de plus détaillé, je vous invite à aller regarder la vidéo de Meta Rugby qui a fait une vidéo très complète sur le sujet. En gros, le but du staff français, c'était de neutraliser l'une des plus grosses menaces du camp australien, c'est-à-dire Koroy Betty. C'est l'un des meilleurs ailiers de la planète, il est très rapide, très agile et aussi très puissant. Bref, c'est un véritable poison pour les défenses adverses. Le staff s'est alors dit, soit on essaye de stopper Koroy Betty une fois qu'il a le ballon, soit on peut faire en sorte de le mettre hors d'état de nuire avant même qu'il reçoive le ballon. Et donc le rôle de l'ailier, et donc de Penaud qui était en face de lui, c'est d'identifier les situations dangereuses au bout de laquelle Koroy Betty risque de recevoir le ballon. Et donc sa mission, c'est de venir défendre non pas sur Koroy Betty lui-même, mais sur la course du ballon, d'empêcher que le ballon arrive à Koroy Betty. En gros, ce que Penaud doit faire, c'est de venir monter en coupant les extérieurs pour tenter d'intercepter le ballon ou en mettant la pression sur le joueur qui arrive dans le dos. Ce qui va forcer le porteur de balle soit à rentrer sa course pour créer le contact, donc en se confrontant le plus souvent à Vincent et Danty qui l'attendent de pied ferme, soit à forcer la passe pour Koroy Betty. Mais dans ce cas-là, la passe elle va être forcée, elle va souvent être un petit peu en cloche pour lober le défenseur, et du coup Koroy Betty n'arrivera pas bien à lancer dans sa course. Et cette prise de risque, elle est possible grâce au placement des partenaires. Déjà, on peut voir que la ligne de défense française, elle va former une sorte de nasse, ce qui va venir piéger les attaquants en les empêchant de gagner les extérieurs et du coup en les obligeant à rentrer leur course. Mais aussi, on a Jaminet qui vient défendre sur l'aile à la place de Penaud, tandis que Villiers lui bascule en position d'arrière pour couvrir. Et il faut aussi savoir que Vincent, en tant que défenseur hors pair, va venir glisser sur l'aile si jamais la passe atteint sa cible. Et donc à première vue, sans avoir décortiqué tout ça, on peut se dire que cette défense elle est très hasardeuse et très risquée. Mais dans les faits, tout est parfaitement travaillé et vise justement à éviter le pire. Et au final, on n'a pas eu de réelle brèche, de réelle rupture de la défense lorsque cette tactique a été appliquée. Et donc là encore, je vous invite grandement à aller voir la vidéo de Meta Rugby qui détaille bien plus que moi sur le sujet. D'ailleurs, lors du deuxième test, les Australiens ont essayé de neutraliser Arthur Vincent en venant le maintenir, en venant le déblayer au-delà du ruck pour éviter qu'il se replace dans les temps et qu'il puisse organiser correctement les montées défensives. Et du coup, heureusement que la défense française a bien fonctionné parce qu'on a très rarement eu l'occupation et la possession. Sur l'ensemble de la tournée, en moyenne, on tourne à 35% de possession, ce qui est vraiment très très peu. Alors ça aussi, c'est une constante sous l'ère Galtier, le jeu de dépossession, on en parle tout le temps, l'accent qui est mis sur les ballons de récupération et sur la contre-attaque, tout ça, et ça tient plutôt la route, faut l'avouer. Par contre, être constamment sous pression en défendant dans son camp, ça coûte énormément d'énergie. Et dans ces conditions, on finit fatalement par se faire pénaliser. On a été très indiscipliné, notamment sur les hors-jeux. On termine tous les matchs à plus de 12 pénalités, ce qui est énorme, surtout quand en face, ils en concèdent en moyenne moins de 10. Et en fait, on a laissé beaucoup trop d'occasions aux Australiens, ce qui explique en partie les essais qu'on se prend sur maul ou sur des charges au ras après les pénales touches. Et c'est dommage parce que par ailleurs, même si on n'a pas beaucoup de ballons, à chaque fois qu'on l'avait, on savait l'utiliser avec efficacité. Que cela soit en insistant dans l'axe, ce qui a très bien fonctionné, ou en tentant des actions plus ambitieuses au large. Et donc certaines ont fini dans l'embut avec ce magnifique essai sur le dernier match, ou même sur l'essai de Penaud après la passe de mer de Diallo qui va désorganiser la montée australienne. Et un dernier point qui m'a semblé important et qui est en lien avec le jeu de dépossession, c'est la gestion du jeu au pied. Alors je tiens à dire que je suis pas du tout un expert du jeu au pied, moi je suis 3ème ligne, c'est vraiment pas mon domaine de base. Mais j'ai trouvé que mis à part quelques bons coups de pied qu'on a pu faire, on a souvent été défaillant dans ce secteur de jeu. En fait, j'ai trouvé qu'on a eu beaucoup de mal à se dégager proprement de notre camp et à se libérer de la pression. Soit parce qu'on a concédé des touches trop près de notre ligne de but, soit parce qu'on n'arrivait pas à dégager le ballon suffisamment en tribune pour empêcher les Australiens de venir jouer vite le ballon. Ce qui nous foutait systématiquement la pression. Et forcément, quand t'es sous pression dans ton camp et que t'arrives pas à te dégager, tu prends forcément des points dans la musette. Et si on rajoute à ça les grosses difficultés en mêlée, notamment dès que Daniel Atupour rentrait en jeu, et aussi la pluie d'erreurs en touche, et forcément c'est très difficile d'exister et de pouvoir tout simplement être serein dans son match. Et donc c'est la fin de cette première partie, merci de m'avoir regardé. Donc la seconde partie sera, comme je l'ai dit, plutôt un bilan de la tournée avec quels joueurs sont sortis du lot, qui sont les gagnants, les perdants, et aussi quel est mon ressenti à l'issue des 3 matchs. Et donc je vous invite, si la vidéo vous a plu, à vous abonner, c'est gratuit et ça me soutient entièrement. En plus il y en a plein parmi vous qui regardent la chaîne sans être abonnés, franchement faites-le, ça dure 30 secondes, enfin même pas, ça dure 1 seconde. Sinon bombardez-moi les pouces bleus, n'hésitez pas aussi à me lâcher un commentaire, à venir discuter avec moi parce que je serai présent durant les heures qui vont suivre la mise en ligne. Vous êtes de plus nombreux à me commenter et à venir échanger avec moi, donc je trouve ça vraiment génial. Et donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Bye Lovely.